Bonjour. Je dis à nous voir le gros intestin. Ok? On fait vidéo ça pour nous reprendre organo plus facilement. Donc, le gros intestin s'étend de l'extrémité distale de l'iléon à l'anus sur une longueur approximativement de 1,5 m chez l'adulte. Il absorbe les liquides et les sels du contenu digestif, formant ainsi les féces. Il comporte le chécum, l'appendice, le côlon, le rectum et le canal anal. Donc, regardez là, ok? Il comporte, on va le mettre sur, bon, ok? Donc là, on voit bien que nous avons le chécum avec son appendice, et le côlon, ça, c'est une partie, ok, le rectum et le canal anal, ok. Maintenant, commençons dans la fosse iliaque droite par le chécum et l'appendice, le gros intestin se poursuit par, donc, ici, ok, chécum et appendice, ensuite, le côlon ascendant, il va du flanc droit à l'hypocondre droit, ok, sous le foie. Il tourne vers la gauche, formant l'angle colique droit, langue hépatique, puis traverse l'abdomen jusqu'à l'hypocondre gauche. OK. Ensuite, nous avons le côlon transverse, ici. Il se trouve juste sous la rate. Pardon. Il traverse l'abdomen gauche, le côlon transverse. À ce niveau, juste sous la rate, le gros intestin tourne vers le bas, formant l'angle colique gauche et se poursuit par le côlon descendant, OK, à travers le flanc gauche. Donc, on regarde les régions bien. Pour l'autre schéma, l'autre région bien, là, ici, on voit bien, OK, notre côlon qui commence par le chécum au niveau de la fosse iliaque, il va monter dans le flanc gauche, se retrouver à l'hypocondre droit sous le foie. Nous avons l'angle colique hépatique, ensuite le côlon transverse. Ensuite, l'autre, hypocondre gauche, on va retrouver l'autre en colique. Et ensuite, ça descend vers le flanc gauche pour finir par le rectum et l'anus. OK? Donc, c'est ce qu'on a vu là. OK? Maintenant, donc, donc, il devient, en bas, le niveau là, il devient colon sigmoïde ici. OK? Et pénètre dans la partie supérieure de la cavité pelvienne. Il se prolonge le long de la paroi postérieure du pelvis par le rectum et se termine par le canal anal. Les principales caractéristiques du gros intestin, OK? Donc, c'est sous l'autre, sous l'autre schéma qu'on dirait. OK? Sont que son diamètre interne est plus grand que celui de l'intestin grêle. Ouais, le plus gros, c'est ça qu'on veut parler de gros type, de gros trip. Le côlon est recouvert de petits anneaux graisseux qu'on appelle les appendices omataux. OK? Ici, nous avons les appendices omataux. Voilà. OK? Sa paroi présente trois fines bandelettes musculaires longitudinales qu'on appelle les ténia coli, plus marquées sur le côlon et moins visibles au niveau du rectum. Donc, on a cherché, et puis le côlon présente à sa surface des bosselures qu'on appelle ostrations coliques. Chercher ténia coli et les ostrations coliques. OK? Donc, bandelette là, ténia coli, l'arrivée dans le rectum ou parallèle. Et puis, vous avez tout petit boule ça que vous verrez là, ce sont les ostracions. OK, mais représentez là. C'est des petits boules ça. Ce sont donc les ostracions. OK, on continue. Et tant qu'on a vu le côlon de façon globale, donc on va le voir de façon détaillée. Donc, on commence par le chécum et l'appendice. Le chécum est la première partie du gros intestin. Il est situé sous l'abouchement de l'iléon dans le gros intestin, OK, dans la fosse iliaque droite. C'est une structure intrapéritonéale, mobile, libre,
dans la fosse iliaque droite. Donc, on voit bien ici la fosse iliaque droite et on retrouve le chécum. OK? Le chécum se poursuit par le côlon ascendant au niveau de l'abouchement de l'iléon et est habituellement en contact avec la paroi abdominale antérieure. Il peut également être situé dans la cavité pelvienne. L'appendice est appendu à la face postéromédiale du chécum, juste sous l'extrémité distale de l'iléon. OK? L'appendice est un tube étroit, creux et borgne, ça veut dire que mon côté il est bouché, relié au chécum. OK? Donc, le tube, normalement, tu gagnes deux ouvertures. Ça, c'est une seule ouverture que tu vas gagner qui est reliée justement au chécum. Il possède au sein de sa paroi de nombreux agrégats lymphoïdes. Il est suspendu à l'iléon terminal par le mésoappendice. Vous songez? Et tout du moment que territoire, c'est lui-même qui va le fixer, et ça devient un mésentère. Et le plus souvent, on s'est donné au mésentère le nom de particule collée, rattachée. Donc, c'est le mésoappendice, qui contient des vaisseaux appendiculaires, qui contient des vaisseaux appendiculaires. Son point d'insertion sur le chécum est conformé par les ténia coli qui convergent vers la base de l'appendice. Mais la situation du reste de l'appendice varie considérablement. On retrouve ici, ok, appendice, là vous avez chécum, l'iléum. Ici, la valvule iléochécale qu'on va retrouver. Et donc, on trouve l'appendice. En moi, son baril qui borne, ok. Et il est maintenant tout passe par le méso-appendice. Et comme on voit, il est conforté par le ténia coli qui arrive à sa base. Il va y avoir plusieurs positions. OK? Donc, la situation du reste de l'appendice varie considérablement. C'est-à-dire que l'appendice, pas dans le même côté, mais pour aller plusieurs côtés. En arrière du chécum, OK? Ou de la partie inférieure du côlon ascendant ou encore des deux, dans une position rétrochécale ou rétrocolique. Et donc, en arrière, ici, on mettait le par transparence, rétrochécale ou rétrocolique. Suspendu dans la cavité pelvienne en position pelvienne ou ascendante, OK, ici. Sous le chécum en position sous-chécale, ici, en bas chécum, position sous-chécale. En avant de l'iléon terminal en position iléale ou en position post-iléale, soit le devant iléon, donc c'est pré-iléal, soit le derrière, c'est post-iléal. La surface de projection de la base de l'appendice est située à l'union du tiers latéral et du tiers moyen d'une ligne allant de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'ombilique. OK? Et ça forme le point de McBurney. Les patients présentant des problèmes avésiculaires décrivent habituellement des douleurs siégeant à ce niveau. Donc, le point de McBurney qui doit lier, OK, c'est c'est à l'union du tiers latéral et du tiers moyen d'une ligne allant de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'ombilique. OK, donc c'est le tiers latéral avec le tiers moyen. Voilà notre schéma. OK, donc de l'épine iliaque à l'ombilique, à peu près ici lié, et c'est là qu'on va retrouver le point de McBurney. C'est là où on a une douleur, l'appendice, appendicite, ok? Ça, c'est sous point ça que vous avez senti douleur. Ok, la vascularisation, c'est schéma ça. La vascularisation artérielle du chécum et de l'appendice est assurée par l'artère chécale antérieure, ok? L'artère chécale antérieure de l'artère iliocolique, issue de l'artère mésentérique supérieure,
Nous avons l'artère mésentérique supérieure, ok, et nous avons l'artère chécale antérieure. L'artère chécale postérieure, ici, ok, issue de l'artère mésentérique supérieure aussi. Et l'artère appendiculaire, ça cap descendre comme ça, artère appendiculaire supérieure. Donc, ça, c'était pour la première partie qui est le chécum et l'appendice. On continue avec en clinique l'appendicite. L'appendicite aiguë est une urgence abdominale, abominable. Habituellement, elle se produit quand l'appendice est obstrué par un stercolite, soit par un stercolite, c'est une selle qui vient solide, donc roche, un stercolite, soit par une hypertrophie des nodules lymphatiques. Au sein de l'appendice obstrué, les bactéries prolifèrent, parce que ils sont bien contents, et envahissent sa paroi d'appendice qui commence à se nécroser. Dans certains cas, cela peut se résoudre spontanément. Dans d'autres cas, l'état inflammatoire se poursuit et conduit à une perforation qui peut entraîner une péritonite localisée ou généralisée. La plupart des patients souffrant de l'appendicite aiguë présentent une douleur localisée à la fosse iliaque droite. Initialement, la douleur se présente comme une douleur intermittente de type colique, c'est-à-dire qu'il y a un spasme, ok, au niveau périombilical. Après 6 à 10 heures, la douleur a tendance à se localiser dans la fosse iliaque droite et devient constante. Les patients peuvent alors présenter de la fièvre, bon, parce qu'elle a commencé à nécroser, des nausées, des vomissements. L'étiologie de la douleur de l'appendicite est écrite, bon, ok. Le traitement de l'appendicite est l'appendicectomie, ok. Donc, on continue avec le côlon. Le côlon se prolonge vers le haut, le côlon prolonge vers le haut le chécum. Il comprend le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le sigmoïde. Déroule le schéma déjà, mais qu'on a schéma qu'a pointé toujours. Les segments ascendants et descendants du côlon sont secondairement en position rétro-péritonéale, c'est-à-dire que lorsqu'on avait le tube digestif primitif il était intrapéritonéal. Après ça, lors de la rotation du tube digestif, il vient coller sous paroi postérieure, il se retrouve en position rétropéritonéale. Et les segments transverses et sigmoïdes sont intrapéritonéaux. OK? Donc, les segments ascendants et descendants du côlon sont secondairement en position rétropéritonéale. Et les segments transverses et sigmoïdes sont intrapéritonéaux. L'angle colique droit constitue la jonction entre le côlon ascendant et le côlon transverse. Il est situé sous le lobe droit du foie. Okay? Une courbure similaire mais plus aiguë en colique gauche forme la jonction entre le côlon transverse. Donc ici, voici le premier angle colique. Okay? Et c'est sous le foie, sous le lobe du foie. Ensuite, on a le deuxième, okay, qui est un petit peu plus haut et plus aigu. OK, une courbe similaire et plus aiguë en colis gauche forme la jonction entre le côlon transverse, en colis gauche, en colis droit, OK, entre le côlon transverse et le côlon descendant. L'angle gauche est situé juste sous la rate, et donc, la rate ici, on le montre ici. Donc, ici, ce schéma-là, on voit bien l'angle colique droit qui se trouve sous le lobe du foie, et ici, l'angle colique gauche qui a des rapports avec la rate. OK? Donc, la colline gauche est située juste sous la rate, plus haut et un peu plus postérieur que la colline droite. Il est relié au diaphragme par le ligament phrénico-colique. Et malheureusement, il n'est pas montré le ligament ça. Alors, les côlons ascendants et descendants présentent à leur face latérale les sillons pariétocoliques droit et gauche. Ici, sillon pariétocolique droite, sillon pariétocolique gauche. OK? Ces dépressions sont conformées entre les faces latérales des côlons ascendants et descendants
et la paroi abdominale postéro-latérale. Ce sont des sillons à travers lesquels les éléments peuvent migrer des éléments peuvent migrer d'une région de la cavité abdominale à une autre, comme les principaux vaisseaux et lymphatiques abordent les côlons ascendants et descendants sur leur face médiale ou postéro-médiale. Il est possible de mobiliser ces deux parties du côlon sans saignement majeur en incisant le péritoine le long des sillons paracoliques. OK? Donc, ça, c'est une petite partie ici plus pour chirurgien. OK? Le sillon terminal du côlon, le segment terminal, pardon, du côlon, le côlon sigmoïde, commence au-dessus de l'ouverture supérieure du bassin. OK? Donc, on a le côlon sigmoïde et on le monte ici et vous avez l'ouverture supérieure du bassin. OK? Et se poursuit jusqu'au niveau de la vertèbre, troisième vertèbre sacrée, S3, où il se continue par le rectum. Et on voit le rectum ici par transparence. Sa structure, sa structure en S est relativement mobile, excepté à sa partie initiale, où il est constitué avec le côlon, où il est en continuité avec le côlon descendant, et sa partie terminale, et à sa partie terminale où il se poursuit par le rectum. Entre ces deux points, il est appendu par le mésocolon sigmoïde. La vascularisation artérielle du côlon ascendant est assurée par une branche colique de l'artère iliocolique, l'artère chécale antérieure, l'artère chécale postérieure, l'artère colique droite, issue de l'artère mésentérique supérieure. On va revoir ça lorsqu'on verra les vaisseaux. On continue avec l'artère colique droite, l'artère colique moyenne, l'artère colique gauche. Tout ce qui vient de la mésentérique. Les deux premiers de la mésentérique supérieure et dernier de la mésentérique inférieure. OK? Et on vous montre ici la vascularisation. OK? Là, vous avez l'artère mésentérique supérieure et là, vous avez l'artère mésentérique inférieure. OK? Et on voit bien qu'il y a des branches qui sont formées par la mésentérique supérieure et comme l'artère colique moyenne, l'artère colique moyenne qui vient de la mésentérique supérieure. OK? L'artère colique gauche, l'artère marginale. Donc, tout ça, ça vous donne la vascularisation du côlon. Et on va finir. Donc, la vascularisation artérielle du côlon descendant est assurée par l'artère colique gauche issue de l'artère mésentérique inférieure. Ainsi que la vascularisation artérielle du côlon sigmoïde est assurée par les artères sigmoïdiennes issues de la mésentérique inférieure. C'est ça qu'on vous montre, artère colique, artère sigmoïdienne venant de la mésentérique inférieure. On finit avec le rectum et le canal anal. Le rectum fait suite au côlon sigmoïde. OK? Donc, le rectum, il fait suite au côlon sigmoïde. La jonction recto-sigmoïdienne est habituellement décrite en regard de la troisième, ici, la troisième vertèbre sacrée, ou à la fin du mésocolon sigmoïde, car le rectum est en position rétro-péritonéale. OK? Le canal anal est la partie terminale du cou intestin qui fait suite au rectum. La vascularisation artérielle du rectum et du canal anal est assurée par, comme on le montre sur le schéma là, OK, les artères rectales inférieures, artères pudendales internes, artères rectales moyennes, qui sont des branches de l'artère iliaque commune droite et de l'artère iliaque commune gauche. Ce qu'on va voir dans le laïus. L'artère rectale supérieure issue de l'artère mésentérique inférieure, l'artère rectale moyenne issue de l'artère iliaque interne, l'artère rectale inférieure, OK, de l'artère pudendale interne. Voilà. Bon.
Donc, on verra dans une prochaine vidéo la partie en clinique. OK? Je vous dis donc au revoir et à la prochaine vidéo.